Bonjour à tous, chers collègues. Nous reprenons nos auditions. Nous démarrons une nouvelle semaine avec de nombreuses auditions en recevant ce matin les représentants de l'Association des départements de France, en la personne de Mme Florence Dabin, présidente du Conseil départemental de Maine-et-Loire depuis 2021 et vice-présidente de Département de France chargée du suivi du secteur de l'enfance. Mme Dabin est accompagnée par Mme Laurette Ledisco, conseillère enfance et famille à Département de France, et par Mme Violaine Blin. Pour être tout à fait complet, je précise que Mme Dabin préside également depuis sa constitution en janvier 2023 le groupement d'intérêt public France Enfance Protégée et qu'une mission lui a été confiée par le gouvernement en juillet dernier sur la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches. C'est à ce titre que Mme Blin accompagne Mme Dabin. Le lien avec notre commission d'enquête est évident, mais j'insiste bien sur le fait que Mme Dabin est d'abord présente aujourd'hui en tant que représentante de Département de France pour échanger avec nous sur les missions des départements et des services qui leur sont rattachés, en premier lieu les services de protection maternelle et infantile. J'en profite pour indiquer du reste que nous auditionnerons cet après-midi les représentants du syndicat national des médecins de PMI. Nous avons déjà auditionné d'autres échelons de collectivités locales. On avait prévu une journée dédiée à l'ensemble. Vous intervenez un peu plus tard à votre demande parce que ça ne se calait pas, je le dis devant les membres de la commission à ce moment-là. Nous avons pu rencontrer avec la rapporteure dans différents départements des conseils départementaux, des services de PMI pour voir sur place aussi comment ça se construisait, comment ça se traitait et les évolutions qui étaient portées au regard des questions des modèles, au regard des questions de la qualité. Et nous avons eu des échanges très intéressants qui nous permettent aussi d'appréhender cette audition avec ce retour aussi terrain. Je laisserai la rapporteure évoquer aussi les besoins d'information que nous aurons pour notre commission d'enquête. Cette audition, je le précise, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. J'invite d'ores et déjà les collègues qui souhaiteront intervenir et poser des questions à la suite de la rapporteure à se manifester auprès de l'équipe d'administrateurs qui nous accompagne. Il me reste à vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Parce qu'on a eu des auditions épiques la semaine dernière, toute la vérité veut dire pas d'omission. Et donc quand des questions sont posées, je vous invite vraiment à y répondre sans qu'il y ait besoin de relance. Voilà, c'est très important. Et si la nuit portant conseil ou le trajet de train du retour dans vos départements respectifs vous faisait penser à une réponse qui n'était pas venue mais qui vous vient après ou un élément à corriger, vous avez le devoir dans les 24 heures de nous transmettre les corrections qui seraient apportées, je le précise parce que c'est très important aussi, tout est au compte-rendu. Vous avez des micros chacun devant vous et pour pouvoir parler, il faut demander la parole, que je vous la donne. Il faut appuyer sur le micro et quand vous avez fini, il faut réappuyer sur le micro. Voilà pour la question méthodologique. Je vous invite donc maintenant à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je le jure. Alors, voilà. Je vous remercie et je vous cède tout de suite la parole, Madame Dabin, pour un rapide propos liminaire. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, je voulais juste partager en ces mots introductifs le rôle majeur des départements, des collectivités dites des solidarités humaines dans le domaine de l'enfance. Il intervient en effet à différentes étapes et compte un très grand nombre de professionnels compétents, engagés, passionnés et parfois assez peu reconnus dans le domaine de la protection maternelle et infantile, dans la prévention, dans le soutien à la parentalité, mais aussi dans l'aide sociale à l'enfance.
C'est un champ qui, en effet, mobilise de nombreux acteurs, une compétence décentralisée certes, mais qui implique des actions adaptées à chacun des territoires. La petite enfance comme sujet majeur, le jeune enfant est en effet extrêmement fragile et mérite cette haute protection. C'est en effet ce qu'on a le plus précieux en tant que parent et cela génère naturellement des inquiétudes pour eux. L'absence de mode de garde ou la rareté peut conduire certains couples à renoncer ou à ajourner leur projet d'enfant. Donc dans ce contexte, il convient de prendre bien soin d'offrir différentes solutions aux parents soucieux de concilier vie privée, familiale, avec leur vie professionnelle. Je voudrais rappeler qu'on ne garde pas les enfants. On les accueille, on les accompagne dans leur développement et leur épanouissement. Pendant près de 20 ans, j'ai eu la chance d'être professeure des écoles et en particulier j'ai exercé en maternelle, d'où le fait que je sois particulièrement sensible et que je porte une attention particulière aux enfants, à leur bien-être et faire en sorte aussi que le sujet du projet pédagogique, le sujet des équipements et les activités d'éveil fassent aussi l'objet d'une attention toute particulière. La mort d'un enfant tué dans des conditions atroces par un agent d'une crèche de Lyon a créé cet électrochoc. De nombreux livres en ont découlé, nombreux témoignages. Un premier rapport de l'IGAS, il y a un an, a donné un éclairage sur la situation actuelle, révélant des failles. Pas de maltraitance en soi généralisée, mais certains cas mal identifiés et un sujet à traiter, assurément pour rétablir la confiance des parents et pour assurer la qualité de service. Le gouvernement a donc lancé plusieurs missions pour compléter ses travaux. J'ai l'honneur d'animer l'une d'elles qui porte sur l'amélioration du circuit de signalement avec Violaine Blin et Alexandre Pascal. On compte également une mission sur les microcrèches qui est menée conjointement par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'action sociale. Enfin, sur la création d'un référentiel qualité, un guide de contrôle, un guide d'évaluation et socle des compétences professionnelles. Alors naturellement, nous partagerons en temps et en heure, dans la foulée de l'avancée des travaux, l'ensemble des informations que l'on a pu déjà commencer à travailler, à partager. Et naturellement, nous avons sûrement partagé avec les mêmes interlocuteurs. En tout cas, une certitude, il faut remettre les professionnels au cœur de toutes les préoccupations de cet enjeu. Il faut pouvoir les former correctement, leur donner aussi des solutions pour évaluer leurs pratiques, pour les accompagner dans leur vie professionnelle, dans leurs choix, pour que quelque part, j'ose le dire, ils gardent la fibre, ils gardent l'envie et qu'ils aient sans arrêt envie aussi de se questionner sur justement leur engagement au quotidien. Le contrôle est nécessaire, mais il doit intervenir dans un second temps, quand le mécanisme de prévention est opérationnel. Alors nous pourrons naturellement partager au cours de cet échange, en lien avec différentes visites terrain que nous avons pu faire depuis quelques mois, une quinzaine de départements visités et de nombreux retours par rapport aux questionnaires envoyés. Le secteur de l'humain, comme tous les métiers de l'humain et des services à personnes, connaît une désaffection, un manque de vocation. Cela met en tension les professionnels qui sont déjà au cœur du quotidien de chaque enfant. C'est un sujet qui est souvent abordé. Les personnes sont débordées, elles ne peuvent prendre le recul nécessaire et la hauteur pour analyser leurs pratiques avec les risques de comportements non conformes aux exigences professionnelles qui négligent la formation. Toute la chaîne peut être impactée. Nous avons ainsi, à de nombreuses reprises, constaté que des directrices et directeurs pas assez formés ou qui avaient sauté des étapes faisaient que le passage d'éducateur de jeunes enfants ou de puériculteur à celui de directeur nécessitait naturellement d'avoir une formation ad hoc. Certains font aussi face à des pénuries au sein même de leur structure et viennent du coup compenser ces absences de professionnels. Alors, ils se mettent quelque part à gérer des difficultés au détriment du programme pédagogique, de l'animation, du lien avec les professionnels. Et pourtant, leur rôle est central, il est clé. C'est à lui que remontent les difficultés, une forme de courroie de distribution. Et c'est surtout lui qui décide de faire appel ou non à un accompagnement au sein du groupe, en mobilisant notamment la PMI. Alors, notre mission a aussi mis en lumière la grande diversité des offres sur le territoire, avec parfois des surconcentrations de solutions sur des secteurs, sur la question de la répartition, l'adéquation offre et demande.
Alors on peut citer, proche de mon département, la Mayenne, qui est une terre où sont nées les maisons d'assistants maternels. Il y en a près de 115 au moment où vous m'auditionnez. On constate aussi aujourd'hui une montée en puissance des micro-crèches, le recul des crèches publiques, avec des passages au privé par DSP, un effondrement des crèches familiales. Alors de nombreux acteurs interviennent sur le contrôle, en particulier le département via la PMI. Alors c'est vrai que sur cette mission, le département est particulièrement identifié par les professionnels, mais il est des fois fort regrettable d'être associé PMI contrôle alors qu'il y a tout ce travail de prévention et de prévention qui accompagne justement tous les professionnels des structures et naturellement les parents. Alors les deux missions se complètent, mais elles peuvent aussi dissuader certains de solliciter la PMI. Tellement associés au contrôle, certains n'osent pas libérer la parole, partager avec humilité et simplicité un questionnement, voire même une fragilité, de peur que ça déclenche dans la foulée un contrôle. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de mes collègues, et moi-même au sein du Maine-et-Loire, ma vice-présidente en charge de la prévention, y travaillent pour dissocier justement l'accompagnement, la prévention de l'aspect contrôle, en se disant que ce sera aussi une manière peut-être plus performante, encore plus bienveillante, pour prendre soin de nos professionnels aussi, et susciter les vocations chez certains. Alors beaucoup d'efforts évidemment restent à faire, notamment dans le cadre des recrutements. On a un besoin crucial d'avoir des professionnels, un besoin essentiel, j'ose dire vital, d'avoir des professionnels dans le domaine de la PMI. J'en ai pas assez naturellement chez moi, je vous dis tout, c'est bien pour ça que j'ai levé la main, mais j'ai clairement un seul ETP avec justement une personne qui est à 70, l'autre qui est à 30, et j'ai 250 structures. Donc quelque part, en tant que président de département, ça ne me convient pas, ça ne convient pas aux valeurs et aux projets que l'on déploie, notamment par rapport à certains sujets sans doute que nous évoquerons. Sujets partagés à travers différents départements. Ce qui est important aussi, c'est de partager le fait que le contrôle peut aussi être dispensé par l'État via la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, mais malheureusement, là aussi, sûrement lié au fait que tout le monde a fort à faire sur différentes missions. Il manque de personnes, il manque aussi de technicité, et puis aussi, quelque part, peut-être de connaissances liées à la pratique, d'où le fait qu'il y ait des échanges, ne serait-ce que pour s'ouvrir à la connaissance. Un exemple aussi concret qui montre qu'il faut aussi bien travailler ensemble, et c'est la réalité, et c'est ce que nous vivons en Maine-et-Loire, c'est quand nous sommes amenés à devoir éventuellement fermer une structure, il est toujours important de voir à quel point, lorsque le département PMI, DETS sont unis, ça permet d'avoir justement une réactivité face à la gravité de certains faits. Je pourrais également rappeler le rôle de la caisse d'allocation familiale, également acteur de la petite enfance. Alors les relations avec les PMI sont très hétérogènes en fonction des territoires, en fonction des personnes, j'ose peut-être aussi dire en fonction des envies d'un projet construit ou pas, de l'antériorité des relations. Alors là aussi, en fonction des territoires, on a pu constater un certain nombre de réalités qui sont différentes, mais je préfère m'en arrêter là pour ces propos introductifs. L'essentiel est en tout cas de signaler l'envie de travailler de concert pour faire en sorte qu'il y ait davantage de moyens financiers et humains pour les PMI. Ça fait écho aussi avec les personnalités rencontrées à travers le syndicat. Je vous remercie. Merci Madame Damin. Avant de céder la parole à la rapporteure, j'ai deux questions à titre liminaire. Vous avez évoqué les difficultés pour pourvoir les postes de PMI. Ma question va être très franche. Faute de moyens humains, quels arbitrages, quelles priorités ciblez-vous, quels arbitrages opérez-vous sur la politique de contrôle dans votre département? Et ces choix ont-ils évolué depuis un an, notamment à la suite des révélations? Et la deuxième question, vous pilotez actuellement un groupe de travail à l'échelle nationale pour le gouvernement. Vous avez mentionné un certain nombre de travaux en cours et de réflexions, de visites. À ce stade, à ce jour, que préconisez-vous en termes de gouvernance? Quelles modifications législatives et ou réglementaires préconisez-vous pour améliorer les modèles
de qualité d'accueil de nos jeunes enfants dans notre pays. Madame Dabin. Monsieur le Président, par rapport déjà aux choix qui ont pu être faits depuis 2 ans et demi, fort aussi d'une expérience dans le passé, et du coup témoin de certaines réalités, la professeure des écoles et l'élu avant a vu à quel point il était important d'augmenter les moyens dans le domaine de la prévention. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans et demi, nous avons un budget beaucoup plus conséquent qui a été dédié sur le sujet de la prévention, avec des actions définies avec nos professionnels. Maintenant, avec aussi beaucoup de simplicité, j'ose dire que chaque année, nous évoluons de manière à aussi être en capacité d'évaluer ce que nous avons mis en place entre le moment où nous définissons une enveloppe budgétaire très importante, la création d'une dizaine d'équivalents temps plein dans le domaine de la prévention, et la manière dont on les affecte aussi. Il y a aussi eu toute une difficulté à pouvoir recruter. Je le dis, il y avait la volonté, il y avait le budget, la difficulté, c'est le recrutement. Avec la volonté d'accélérer sur le sujet de la PMI. Pourquoi aussi? C'est parce que sur une première année de mandat, vous êtes loin de tout maîtriser. Et que quelque part, la chance d'avoir eu il y a 1 an cette mission, j'en fais aussi la volonté d'avancer de manière importante sur le département du Maine-et-Loire, et je vois bien que certains témoignages que j'ai pu recueillir au niveau de la Somme, au niveau de la Côte d'Or, au niveau des Bouches-du-Rhône, si j'en cite que 3 parmi tant d'autres, me donnent aussi envie d'apporter quelque part cette pratique, ce partage de bonnes pratiques en 49. Sur la manière dont on peut légiférer ou la façon de fonctionner aussi en dehors des investissements financiers dans un contexte que l'on sait tous, quand on est en responsabilité dans les collectivités départementales entre autres, c'est au détriment de quoi? Eh bien, nous on fait le choix dans le 49 que l'investissement dans le domaine des solidarités soit une priorité, reste une priorité, avec de toute façon un objectif, c'est d'accentuer dans le domaine de la prévention, parce qu'on sait que c'est une forme d'investissement et qu'on ne souhaite pas arriver au sujet de la protection, même si on y arrive de facto et que la situation et la société nous amènent à le gérer, c'est qu'on veut éviter justement ce choc. Dans tous les cas, le placement est un choc pour l'enfant, pour la famille, avec une déflagration. De toute façon, c'est un fait. Alors après, je crois beaucoup au fait que la décentralisation, avec le lien justement avec les territoires, travailler vraiment de concert avec les communes, échelon numéro 1, parce que relations de proximité justement connaissent par cœur les besoins de leur territoire, connaître la sociologie justement des différentes communes, offrir la liberté, qu'on ne puisse pas faire un copier-coller en fonction des territoires parce que c'est pas forcément la même chose, qu'il faut aussi prendre en compte les évolutions des familles. Il y a de plus en plus de familles monoparentales. Il faut aussi voir aussi les situations de vie et les besoins financiers. Donc c'est tout cet équilibre qu'il nous faut travailler, et je le dis aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une logique qui n'est que financière. Dans le sens recrutement, c'est important, c'est essentiel. Il nous faut soulager les PMI de manière à ce qu'elles puissent se consacrer vraiment à l'essence même de leur métier, à condition qu'on ne soit pas les uns les autres toujours à compenser ce qui ne peut pas être fait ou qui n'est pas fait comme ça devrait l'être. Voilà. Donc l'importance aussi d'avoir un lien de confiance avec la CAF, avec les services de l'État. Enfin, quand je parlais tout à l'heure de travail collectif, c'est vraiment aussi cette notion-là. Chacun a sa place dans ses missions, mais une union qui permet justement d'offrir à la fois aux familles différents dispositifs qui leur correspondent, sans avoir de frein financier, d'avoir des professionnels qui continuent à croire en leur métier et surtout pouvoir recruter. C'est pas tout de parler d'attractivité des métiers de l'humain quelque part à tout bout de champ depuis longtemps. Il nous faut travailler les formations très sérieusement. Il nous faut penser à ces jeunes qui veulent s'engager dans ces métiers, aussi à celles et ceux qui sont en reconversion professionnelle. Je pourrais relancer sur mes questions, mais je vais céder la parole à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Et je pense qu'effectivement, on sera amené à repréciser un certain nombre d'éléments. Madame Blin, Madame Dabin, merci d'être avec nous. Bonjour, chers collègues. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui parce que, comme vous pouvez l'imaginer, votre audition était très attendue dans la mesure où les départements compétents en matière de protection maternelle et infantile jouent un rôle clé dans l'architecture institutionnelle en charge de la petite enfance et en particulier dans le contrôle de l'offre d'accueil du jeune enfant en crèche. Avant de rentrer dans le vif du sujet,
je me permets de revenir sur les échanges qui furent déjà les nôtres dans le cadre des travaux de la commission. Je ne vous cache pas que j'ai été très étonnée d'apprendre que vous n'étiez pas en mesure de faire parvenir notre questionnaire à tous les départements de France que vous représentez pourtant. Plus encore, de l'apprendre une dizaine de jours après que nous vous ayons courtoisement demandé de le faire. Nous avons pu adresser ce questionnaire à tous les départements de France entre-temps, mais il me semble que la démarche aurait pu être facilitée si vous nous aviez adressé les adresses mail de chaque département membre de votre association. Et je suis certaine que tous les députés de la commission seront heureux de vous entendre sur ce point et de comprendre pourquoi cette coopération n'a pas été possible. C'est assez dommage, vous en conviendrez, et j'espère que les échanges que nous aurons ce matin seront plus constructifs. Passons au fond du sujet maintenant, si vous le voulez bien. Le rôle des départements que vous représentez est effectivement majeur dans le contrôle du respect de la qualité d'accueil dans les crèches, puisqu'ils sont garants des conditions d'accueil du jeune enfant au sein de ces établissements. Concernant les octrois d'agrément, comment les départements accompagnent-ils les EAJE, en particulier, comme vous le disiez, en matière de prévention, tant en matière de prévention de la maltraitance que d'éradication des douces violences? Vous nous parliez d'un budget dédié à la prévention, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Concernant la politique de contrôle, cette fois des EAJE mis en œuvre par les départements, vous le savez, dans son rapport, l'IGAS recommande une amélioration de ces contrôles. Pouvez-vous nous indiquer quels sont les travaux menés par les départements, le cas échéant dans le cadre de l'ADF, pour améliorer les contrôles? Certains travaux portent-ils sur l'élaboration d'un schéma commun? Il me semble que c'est ce que vous indiquiez, même indicatif, de mise en œuvre de ces contrôles. Et quelle part des EAJE est contrôlée chaque année approximativement en pourcentage? Quelle part des contrôles est exercée de manière inopinée? Sur quel faisceau d'indices se basent les PMI pour cibler ces contrôles? Et aurait-elle besoin d'avoir accès à d'autres types d'informations pour affiner le ciblage des contrôles? Il nous a beaucoup été dit que les contrôles s'effectuaient en suivant un cahier des charges très attaché aux bâtimentaires, aux questions d'hygiène et de sécurité, plutôt qu'à la qualité de l'accueil. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il un mécanisme unifié de remontée des signalements dont sont informés tant les parents que les professionnels? Dans ce cas, pouvez-vous nous le détailler? Vous avez été donc en charge d'une mission sur les signalements. Que pensez-vous de l'idée d'établir un guide national de suivi de ces signalements? Et je vous propose que nous arrêtions là pour l'instant et je garde les prochaines séries de questions pour la suite. Je vous remercie. Madame Dabin. Merci. Je n'avais pas l'information concernant vos propos introductifs, comme quoi vous aviez eu l'information d'un refus 10 jours après. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le département de France avait davantage souhaité que l'on puisse échanger directement, et je crois savoir aussi lié au fait que les questionnaires étaient adressés directement à chaque département. Par contre, voilà, donc ça c'est le premier élément. Les 10 jours, je n'ai pas l'information, je ne maîtrise pas tout. Par contre, sachez qu'en tout cas, on a fortement incité chaque département à y répondre. J'ai eu déjà quelques retours de certains collègues ou professionnels qui disaient que le questionnaire était assez dense. En attendant, en tout cas, j'y vois, moi, l'envie de faire bouger les lignes, d'où la richesse de mener et une l'épaisseur. enquête, hein. Voilà, exactement, donc c'est très bien. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a engagé les départements à y répondre. Donc voilà, donc peut-être mal donne sur le premier aspect, mais en tout cas la volonté est bien d'y répondre à ce questionnaire, aucun doute là-dessus. En ce qui concerne un sujet aussi, un des sujets que vous avez abordé sur le fait qu'il y aurait davantage de contrôle sur l'aspect bâtimentaire, hygiène et autres. Malheureusement, oui. Pour avoir accompagné certains professionnels, j'avoue trouver extrêmement regrettable, j'ose espérer que ce n'est pas la majorité, qu'on soit davantage tatillon, voire plus qu'exigeant. Je dis plus qu'exigeant, c'est normal qu'il y ait une exigence. Encore une fois, les parents confient leur bien le plus précieux. Mais en attendant, j'aimerais bien qu'il y ait aussi des mots positifs. Positifs pour reconnaître la qualité de la grande partie des professionnels. Il est extrêmement douloureux que quelque part, parce qu'il y a eu des drames, et il faut les dénoncer, il faut surtout que ça ne se reproduise jamais, on vienne quelque part jeter un certain discrédit sur l'ensemble des professionnels. Ça, c'est extrêmement douloureux, parce que pour certains qui sont déjà en souffrance dans leur métier, par manque de moyens, par manque de recrutement, par manque d'un certain nombre de choses,
quelque part, ne soient pas reconnus dans ce qu'ils font. Là aussi, je peux en témoigner dans la quinzaine de départements vus ou échangés en direct. Nous avons des professionnels qui sont disponibles, qui travaillent un projet, qui rencontrent et qui prennent le soin de l'échange avec les parents, qui justement s'adaptent encore une fois par rapport à l'endroit où ils sont recrutés. Naturellement, l'endroit où ils évoluent professionnellement, malheureusement, n'amène pas la même qualité, il faut le dire aussi. Je vois dans le 49, on est très exigeant sur il faut des espaces verts, on est plus exigeant sur le sujet que d'autres départements. C'est un choix parce qu'on estime que c'est important là-dessus. Donc ça, oui, c'est vrai, malheureusement, il y a trop de contrôle là-dessus. Il ne faut pas qu'il n'y en ait pas, il faut le doser. En ce qui concerne les circuits de signalement, je vais davantage laisser Violaine Blin, si elle le veut bien, pour indiquer le sujet. Ce qui est sûr, c'est que chaque parent qui confie son enfant a l'information sur comment ça se passe au cas où nous serions amenés. Nous-mêmes, dans l'enquête, nous sommes amenés à justement, dans les échanges avec les professionnels, que faites-vous si vous rencontrez la situation ? Alors, certains n'ont pas été en capacité de bien nous répondre à cette question, ce qui est un problème. Ça devrait quand même être une des priorités, parce qu'au cas où, je fais comment ? Fort heureusement, la plupart ont dit je contacte la PMI et avec les différents détails qu'on va partager dans la foulée de manière encore plus précise. Mais ce serait important que ce soit dans le livret, enfin, en tout cas c'est une proposition, ça pourrait être dans le livret, dans le document qui est remis aux parents si ça n'est pas le cas, pour faire en sorte que les parents aient bien la connaissance aussi de ce sujet-là, parce qu'il faut avoir un sacré courage. C'est aussi le sujet, alors pour moi le courage n'est pas un sujet, ça devrait être une évidence, mais certains entre professionnels n'osent pas parce que ne savent pas si ça revêt telle ou telle instance. Est-ce que c'est suffisamment indicatif pour que... peut-être je m'arrêtais là pour que Violaine Blin puisse aborder le sujet si Monsieur le Président en est d'accord, pour qu'après je puisse prendre le relais. Allez-y, Madame Blin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, alors pour compléter les propos de la présidente Dabin, c'est vrai que dans le cadre de notre mission et au niveau de la méthodologie qu'on a employée, nous sommes allés effectivement visiter une quinzaine de départements et nous avons aussi envoyé un questionnaire avec un taux de réponse d'environ 40% qui nous permet d'avoir une certaine vision de la façon dont la question de ce circuit s'opère au territoire. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les professionnels sont organisés dans les départements pour traiter le recueil de l'alerte et les suites qui y sont données. Pour autant, ce circuit est très peu visibilisé. Et c'était un sujet d'ailleurs que l'IGAS, dans son rapport de mars 2023, avait mis en avant. Là, aujourd'hui, où il nous semble très important de pouvoir, dans le cadre de notre mission, faire valoir les choses, c'est bien sur la question de la visibilité de ce circuit, c'est-à-dire de l'information autour de ce circuit, de la responsabilité des uns et des autres, et en particulier des professionnels eux-mêmes, mais bien évidemment aussi des parents, d'exprimer les constats qu'ils peuvent faire en pouvant s'appuyer sur une ligne directrice la plus claire possible. Et ce que nous allons essayer de proposer, c'est effectivement un circuit relativement simple, des modes de communication relativement simples pour rappeler vers qui se tourner lorsque l'on constate les uns et les autres des actes ou des omissions d'actes qui porteraient atteinte aux enfants pour que soit beaucoup mieux formalisé aussi ce processus avec derrière la question du pilotage de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en identifiant mieux cette question-là, en identifiant mieux le circuit à actionner pour faire remonter ces situations, il s'agira aussi de pouvoir avoir un pilotage plus efficient et une visibilité plus efficiente de l'activité, si j'ose dire, concernée. À ce jour, dans les réponses que nous avons pu avoir ou dans les échanges que nous avons pu avoir avec les conseils départementaux,
on voit bien que ces questions ne sont pas forcément traitées d'une manière très identifiée et très visible. C'est-à-dire que les tableaux de pilotage, de recensement des événements, par exemple, peuvent, à mon sens, être plus renforcés et améliorés. Et se poser, Monsieur le Président, tout à l'heure, la question, ou Madame plutôt la rapporteure, de la question de la remontée de ces événements, eh bien, c'est vrai qu'elle va passer déjà par une capacité à pouvoir recenser d'une manière partagée par l'ensemble des territoires ces événements et de pouvoir ensuite en avoir une lecture beaucoup plus unifiée qu'elle ne l'est aujourd'hui, et qu'elle ne l'est pas d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on n'a pas réellement d'observatoire ou de lieux permettant de recenser l'ensemble de ces résultats. Madame Dabin, vous voulez compléter répondre aux autres questions de Madame la rapporteure? Oui, peut-être rappeler aussi l'importance, on l'évoquait, du service public de la petite enfance aussi, avec ce qui avait été commencé par être engagé. On croit beaucoup au fait justement qu'il y ait ces interactions entre tous ces professionnels. Nous avons fait partie d'une première étape du Tour de France il y a quelques mois à Trélazé dans le Maine-et-Loire, où ça a été extrêmement riche justement de partage. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un besoin d'aller vers, de se livrer, de savoir où aller chercher l'information. Alors soit par méconnaissance, soit par manque de temps, on voit bien qu'on a une difficulté des fois à faire passer certains messages. Lors de différents aussi temps avec des professionnels, on a vu aussi la difficulté. Certes, les départements sont amenés à apporter un avis, une autorisation en fonction évidemment du statut. Il est important qu'on soit suffisamment plus nombreux à aller justement questionner les pratiques des professionnels. Ce qui est extrêmement difficile, c'est que dans le pays dans lequel on va presque finir par être content d'avoir une solution, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour pouvoir accueillir son enfant. Sans des fois aller creuser quel est le projet pédagogique, qu'est-ce qui va être nourri, partagé, véhiculé au sein de la structure d'accueil. Certains le font, mais extrêmement bien, avec une richesse, un partage, c'est fabuleux. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a la difficulté de l'entre-soi. On se choisit, on ne veut pas forcément une quelconque formation. On sait éventuellement qu'il y a des formations qui sont dispensées, mais il faut qu'elles se fassent. Je vous donne un exemple concret. Je l'ai vécu sur un territoire où on veut bien se former, mais par tablette, sur le temps de la pause méridienne. Alors, à condition que la structure accueille pas trop d'enfants, parce que je ne sais même pas comment ça peut fonctionner. Quelque part, moi, ça me dérange, vous voyez, quand on a tant de professionnels qui sont prêts justement à nourrir l'échange. C'est compliqué quand on est tellement dans l'entre-soi et qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle, justement, d'ouvrir la pratique. C'est important, et c'est une ancienne prof qui le dit, d'avoir suffisamment de recul pour questionner sa propre pratique, voir ce qui évolue justement dans tout ce qui est aussi le cadre réglementaire. Et on voit bien que là, il y a quelques difficultés. C'est la raison aussi pour laquelle tout ce qui est aussi lié au comité départemental dans le suivi de l'enfance, en lien encore une fois avec monsieur le préfet, et ces services permettent d'avancer là-dessus. Parce que quelque part, la formation existe, la nourriture intellectuelle et professionnelle existe, mais il y a besoin, je pense, d'avoir un cadre beaucoup plus serré pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas les drames du passé, pour légitimer davantage les professionnels et pour faire en sorte que certains qui sont plus fragiles dans leur pratique soient amenés plus qu'à se challenger, mais être à la hauteur de la mission qui leur est confiée. Voilà Madame la rapporteure, pour la deuxième série de questions. Monsieur le Président, je vais juste revenir sur les questions que je vous ai posées, parce que je pense qu'on peut peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je comprends tout à fait ce que vous indiquez, et c'est vrai que des parents qui sont en recherche d'une solution d'accueil pour leur enfant, souvent ils se satisfont de ce qu'ils trouvent, et ils ne portent pas forcément l'attention qu'ils devraient sur les modalités d'accueil de cet enfant, le projet pédagogique qui est porté par l'établissement. Mais je comprends aussi que dans le contexte d'un quotidien, ces parents
Cette approche-là, et je crois que, en tout cas dans l'architecture institutionnelle telle qu'on l'a établie, la responsabilité de valoriser ou bien au contraire, identifier les défaillances d'un projet pédagogique qui serait porté par un établissement d'accueil, c'est au département de le faire. Et donc, vous avez raison, la question de la prévention et donc de l'accompagnement, de la formation continue des professionnels, c'est un sujet important. Donc, si vous pouvez m'indiquer, même en grosse masse, ce que ça peut représenter sur le plan budgétaire pour un département qui voudrait justement s'emparer de ces questions-là. Je pense que ça nous serait à tous utile. Et puis, concrètement, sur la question des contrôles, j'y reviens. Dans quelle mesure on a un plan de contrôle avec des contrôles qui sont annoncés? Dans quelle mesure on définit un contrôle? Et comment on définit un plan de contrôle inopiné? Comment les deux s'articulent, voyez-vous? Est-ce qu'on examine des choses différentes? Est-ce que le contrôle qui se déroule mal de façon inopinée peut conduire à des contrôles qui suivront, qui seront eux annoncés, etc. Toutes ces questions-là sont, à mon avis, vraiment très importantes pour qu'on comprenne mieux et qu'on améliore la situation de façon globale sur les départements, sachant que je sais qu'on est bien évidemment dans une compétence décentralisée et qu'il n'y a pas une seule réponse à ces questions-là. Madame Dabin. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, je vous prie d'accueillir mes excuses. Je ne serai pas en capacité de vous donner une réponse précise, chiffrée sur le budget de formation, mais je ne manquerai pas, dans le cadre des éléments que je dois porter à votre connaissance, de vous le dire très précisément. Et je l'étofferai des témoignages vus sur le terrain pour nourrir le plus rapidement possible le travail. En ce qui concerne justement prévention, accompagnement, formation, au-delà de ne pas être en capacité ce matin de vous donner le budget, ce qui est une certitude, c'est qu'il y a la volonté que ce soit permanent. La formation continue est essentielle, ça revient à chaque fois dans toutes les missions qui sont partagées avec les professionnels, sauf certains, encore une fois. Sur l'aspect contrôle, il y a évidemment tout le travail qui va avec les critères qui permettent de donner ou pas l'agrément, l'autorisation d'ouvrir, d'agrandir, de faire évoluer le projet. Naturellement. Les contrôles se font aussi parce qu'on va avoir des dénonciations. C'est aussi la raison pour laquelle on se déplace fort heureusement. On se redéplace fort du rapport qui a été rédigé suite à des dysfonctionnements découverts. Nous avons fait en sorte, je vous donne un exemple concret aussi, il y a un établissement dans une ville, établissement privé qui avait quelques fragilités, on dira ça comme ça. Il y a eu un rapport immédiat. Il se trouve que dans le cadre de ma mission, j'ai voulu aller voir 2 mois plus tard et c'était en partie solutionné. Donc il y a la vocation de à chaque fois suivre et pas se dire ça y est, le rapport est fait, ils vont le faire. Non, attention. Confiance, oui, mais confiance limitée. Il faut qu'on ait justement, encore une fois, plus de professionnels qui aient l'attitude d'aller échanger régulièrement. Pourquoi échanger régulièrement au-delà du contrôle et de revoir les contrôles? C'est aussi, encore une fois, pour faire le lien avec la formation, ce qui fait écho avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne verrait plus les professionnels de PMI comme simplement des contrôleurs pour savoir si c'est la bonne vitre, si c'est à la bonne hauteur, j'en passais des meilleurs, mais voir que cet accompagnement permet encore une fois d'avoir un professionnalisme accru. Mais nous manquons, encore une fois, de professionnels pour faire en sorte que nous contrôlions bien plus, je ne vais pas dire scrupuleusement parce que c'est fait scrupuleusement, mais plus régulièrement. Ça, c'est certain. Mais là aussi, je vous donnerai les chiffres. Combien de personnes, à quelle fréquence, c'est très différent. Et puis, ça dépend aussi des typologies de départements. Pour certains départements, ça va être le médecin de PMI. Pardon, j'allais anticiper. Madame la rapporteure, je vous laisse la parole pour la deuxième série de questions, sauf si vous voulez rebondir. Je vous remercie. On va pouvoir effectivement enchaîner. J'avais 2 questions très particulières sur le contrôle et ensuite, je vous propose qu'effectivement, on parle des moyens humains qui sont fondamentaux. Alors, parce qu'on est aussi là pour voir ce qui ne va pas, moi je voulais pouvoir avoir un retour de votre part sur les dérives les plus
les plus graves et aussi celles qui sont le plus fréquemment observées par les services de PMI. Et est-ce que vous pouvez nous indiquer si ces dérives concernent plus spécifiquement un secteur, les crèches, les micro-crèches, le secteur privé, lucratif, associatif, le secteur public? J'avais une question particulière sur la question du contrôle des casiers judiciaires des personnels de crèche. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez connaissance de difficultés dans la mise en œuvre de ce contrôle? Et l'instauration d'une carte professionnelle pour tous les personnels de crèche vous permettrait-elle, selon vous, de mieux contrôler le parcours individuel de ces personnels? Et nous en arrivons cette fois à la question de la ressource humaine. Vous l'avez dit et à très juste titre, c'est, je crois, le nerf de la guerre. Mais ma première question, c'était celle de savoir en moyenne, est-ce que vous pouvez nous indiquer combien d'agents par département sont affectés au contrôle des établissements de crèche dans les services de la PMI des départements? Si vous avez un mini et un maxi, on est preneur également. Existe-t-il un ratio par nombre d'habitants par département qui permette de considérer que les besoins humains de la PMI sont satisfaits? Est-il exact, puisque ceci nous a été rapporté, mais je crois que vous l'avez indiqué tout à l'heure, que certains départements n'ont aucun agent expressément dédié au contrôle? Et il me semble que certains départements ont déployé une équipe spécialement dédiée à cet effet. Quels en sont les résultats? Et puis, donc, une deuxième question sur les qualifications des personnels chargés de ces contrôles. Quelles sont ces qualifications des personnes qualifiées dans d'autres domaines que la médecine? Seraient-elles, selon vous, en mesure d'y procéder? Cela permettrait-il de diversifier les profils et donc de diversifier aussi les sources permettant de répondre aux besoins? Et selon vous, cela permettrait-il aussi de sortir d'une approche hygiéniste des contrôles? Je vous remercie. Madame Dabin, vous avez 4 sujets à répondre et si vous n'y répondez pas, je suis sûr que Madame la rapporteure rebondira. Donc je vous invite à y répondre à chacune des questions. Comme à chacune des questions, Monsieur le Président, pas de difficulté. Concernant les dérives, elles sont d'ordre divers en fonction et pas de logique plus privée que publique que micro-crèche. On a quelque part des difficultés dans chacun des items des structures d'accueil. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à pas, j'ose le dire, stigmatiser un établissement plutôt qu'un autre. Une certitude, pourquoi on a de moins en moins d'établissements publics, c'est parce qu'on a aussi des difficultés par rapport aux horaires atypiques. La société évoluant, c'est compliqué et ça fait le lien avec les propos avant, ce qui fait qu'en difficulté, ça donne que des fois on a plus d'enfants que de professionnels ad hoc. Ça, c'est une réalité. Je notais, je vous prie de m'excuser si je reviens des fois en arrière, mais sur les horaires d'ouverture, on a aussi pu identifier dans les contrôles, ce qui est très compliqué aussi, et ce qui montre la différence d'appréciation, c'est qu'à vouloir une rentabilité au mètre carré, la qualité d'accueil du jeune enfant questionne. Il est complètement anormal de voir à quel point des fois il y a une capacité d'ouverture, oui, mais enfin la cour ou le pseudo-jardin est en plein soleil. Donc de toute façon, oui, les mètres carrés parlent, mais le fonctionnement et le bien-être, où est-il? Je le questionne. Donc il y a le sens que l'on met à la réglementation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter de mettre des cases dans tous les sens, avoir je ne sais combien d'items et se projeter un temps suffisamment long en tant que parent ou en tant que professionnel et se dire est-ce que j'ai envie d'y travailler du matin au soir et ce pendant un temps certain et est-ce que je suis prêt à y confier mon enfant? Ça, c'est un sujet. Dans les dérives aussi, on voit bien que justement cette logique de mètre carré fait que où est le confort de l'enfant quand il dort? Parce que naturellement aussi, on sait bien qu'il y a le besoin aussi de qualité d'air et de respiration qui n'est pas neutre. On travaillerait davantage ça plutôt qu'encore une fois être sur des aspects un peu tatillons de la barre à telle hauteur.
je caricature, hein. Mais voilà, vous voyez l'esprit, c'est-à-dire que pour moi, il faudrait que quelque part, je vous rejoins Madame la rapporteure, naturellement, les départements sont responsables, mais qu'on aille davantage questionner le sens de la pratique professionnelle plutôt qu'être de frôler l'obsession des fois bâtimentaire. En ce qui concerne, je vais sûrement oublier des choses, mais j'y reviendrai, comme j'aurai de toute façon un écrit à vous proposer, il sera forcément plus étoffé. Sur les qualifications qui sont requises. Oui, je suis complètement favorable, mais ça n'engage que moi. La femme, la citoyenne, la prof, l'élu, il faut pas. Pour moi, ce serait bien qu'on ouvre et qu'on soit un peu plus souple sur la capacité à contrôler, parce qu'à un moment donné, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire, je ne vois pas comment on peut justement véhiculer un climat serein, professionnel dans les établissements, en sachant qu'on a des fois qu'un ETP. Alors qu'on a des personnes qui seraient extrêmement intéressées par le sujet. Mais parce qu'elles ne sont pas diplômées, évidemment, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça pour moi, c'est une véritable solution. De la même manière que le sujet de la formation et de la formation continue pour travailler dans ces établissements, pour moi, est aussi à questionner, mais là, pour le coup, dans l'autre sens, c'est-à-dire que accompagner un enfant à grandir, c'est pas juste l'accueillir du matin au soir. Donc là, je pense que c'est aussi un avis très personnel et très engageant. Je pense qu'il y a aussi fort à faire pour ne pas faire en sorte de minimiser l'engagement qui est le leur. On leur confie des vies. Concernant le casier judiciaire, ce n'est en effet pas toujours évident. Et là aussi, on est plus sur une logique d'aller le plus vite possible. Mais je ne serai pas en mesure de vous en dire davantage, si ce n'est que c'est un écho qui m'a été porté. Et la carte professionnelle fait partie des vœux qui ont été prononcés lors de différentes auditions, échanges que j'ai pu avoir avec certains professionnels. Voilà rapidement si l'équipe veut. Madame la rapporteure. Il me semble qu'on a globalement fait le tour. Simplement, vous confirmez l'existence donc de départements qui n'ont pas de TP, et est-ce que vous avez un retour d'expérience sur les équipes spécialement dédiées sur certains départements qui sont au contrôle justement? Madame Dabin. Alors, je ne peux pas confirmer que certains départements n'auraient pas de TP. Non. Dédié. Dédié, pardon. De TP dédié, je ne peux pas vous le dire, je n'en ai pas été témoin et ça n'a pas été porté à ma connaissance. Maintenant, que nous soyons nombreux à ne pas avoir suffisamment de personnes dédiées, oui, c'est une réalité. Madame la rapporteure. Simplement, un dernier point sur lequel peut-être vous aurez la réponse par écrit, puisque il n'est pas certain que vous soyez en mesure de répondre, mais s'il existe effectivement un ratio de nombre de contrôleurs par nombre d'habitants, pour qu'on soit en mesure, vous voyez, d'apprécier si les moyens humains qui sont affectés par un département sont pertinents ou pas, c'est une information qui nous serait certainement utile. Une dernière série de questions, concernant l'organisation de la gouvernance. Vous en avez parlé. Quel retour pouvez-vous nous faire sur les modalités de coordination des différents acteurs de la petite enfance au niveau local, mais également au niveau national? Êtes-vous régulièrement consulté par le ministère en charge de la politique famille, de la petite enfance, en lien avec la CNAF? Voilà, je voulais avoir plus d'éléments par rapport à ça. Et puis, une dernière question sur une approche globale des compétences départementales en matière de petite enfance. Pouvez-vous nous indiquer si certains départements ont établi des mécanismes d'articulation spécifiques de ces compétences? Je pense en particulier aux compétences des départements en matière d'aide sociale à l'enfance. Certains départements ont-ils pu développer une stratégie, des approches transverses, par exemple en s'appuyant sur les crèches du territoire pour sensibiliser les parents des enfants qui y sont accueillis à des enjeux en matière de protection et de développement de l'enfant, tels que la sensibilisation des parents au risque d'exposition aux écrans? Et de façon plus fine, avez-vous connaissance de coopérations renforcées où les départements s'appuient sur les crèches du territoire pour accueillir des enfants en difficulté à leur domicile ou pour lesquels il y a eu une information préoccupante?
Et enfin, une dernière question pour vous interroger sur les évolutions législatives qui viennent d'être adoptées. Que pensez-vous donc de la création du service public de la petite enfance et de l'architecture de responsabilité qui en découle, avec la commune comme autorité organisatrice et les départements en contrôle? Je vous remercie. Madame Damin. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, concernant alors, la gouvernance en tant que telle, un travail de confiance avec toutes les communes pour bien identifier leurs besoins, la sociologie de la commune, avec naturellement en fonction d'une ville qui va être peut-être davantage dans le milieu économique avec des horaires atypiques, qui va être très différente d'une commune plus rurale et encore une fois, chacun devant être respecté dans ce qui existe déjà, le renouvellement des générations et puis voir aussi de quelle manière on peut intégrer les projets communaux avec justement les établissements d'accueil des jeunes enfants pour faire que ça fasse justement un projet de vie dès le début de la vie avec une sensibilisation particulière dès que la maman porte à la connaissance la grossesse. Et donc ça, c'est important que chacun soit à sa place, mais ça montre quelque part l'harmonisation et la synchronisation des services municipaux et départementaux. Les départements bien à leur place pour justement voir l'agrément et les autorisations des lieux d'accueil, avec le souhait fort de cette alerte nationale, l'envie en territoire et dans nos départements, que quelque part cette prise de conscience amène à questionner notre propre pratique et qu'on ait plus qu'un plan, plus qu'un schéma et je ne sais quelle terminologie, des actions concrètes qui nous permettent, à court, moyen et long terme, d'apporter des solutions qui soient efficaces, tant pour les enfants, les familles que les professionnels, puisque l'on sait qu'on sera de plus en plus amenés à travailler ensemble et c'est une bonne chose. Les liens avec l'État, avec le préfet, ça fonctionne extrêmement bien, chacun étant à sa place, et avec le fait aussi que les départements soient renforcés dans leur capacité, plus exactement, à fermer un établissement aussi désormais. C'est aussi plus simple puisque par rapport à un témoignage notamment reçu, pas toujours évident quand on n'a pas la latitude et pour autant que l'on voit qu'il est urgent d'attendre. Ça tient aussi au fait, et je trouve qu'il faut donner du lien et du sens à tout ce que l'on fait, du moins dans la mesure du possible, quand on voit les comités départementaux de protection de l'enfance qui se sont installés dans un certain nombre de départements, ça permet justement d'avoir tous les acteurs dans le domaine de la protection de l'enfance. Et ça me permet de faire le lien avec l'une de vos questions, Madame la rapporteure, justement de manière à sensibiliser à la fois l'éducation nationale, à la fois les partenaires et quels que soient les partenaires et les structures d'accueil dans le domaine de la protection, le domaine du judiciaire, pour montrer encore une fois qu'on est là sur un parcours d'enfant depuis le début, où quelque part, in utero, il va grandir. Le sujet des formations, naturellement, que ce soit dans ces établissements, c'est porté à la connaissance des parents. Pour les parents qui sont, j'ai envie de dire, là aussi, quelle que soit la typologie des parents, il y a des milieux sociaux où forcément il nous faut amener une plus grande vigilance parce qu'on a aussi, et ça doit être pris en compte, et encore une fois, que ce soit des enfants qui nous soient confiés ou pas confiés, des parents qui à un moment donné cherchent un lieu d'accueil, dans l'échange qu'il peut y avoir avec les professionnels, là encore, quel que soit le milieu d'accueil, c'est important quelque part de sentir un peu la typologie familiale. Est-ce qu'il y a des fragilités? Est-ce qu'on peut déjà glisser des messages? Ou comme on ne connaît pas forcément dès le premier rendez-vous, déjà présenter un certain nombre de partenaires, et c'est la raison pour laquelle on encourage, et un certain nombre d'établissements le font, créer des soirées ou des matinées thématiques justement pour sensibiliser. C'est sans doute pas évident de savoir au début comment on nourrit son enfant, qu'est-ce que l'équilibre alimentaire, la toxicité
des écrans, le besoin de partager des jeux de société avec ses enfants, prendre le temps de la lecture, prendre le temps de se balader avec l'annonce du printemps, enfin des choses qui sont très concrètes et qui permettent d'accompagner la parentalité. Et ça fait le lien là aussi entre des actions qui sont faites par les relais d'assistantes maternelles dans les communes, ce qui est fait dans le domaine des services de prévention dans les départements et aussi par ces établissements, qu'ils soient publics et privés. C'est la raison pour laquelle, fort aussi de tous les témoignages que j'ai pu avoir, il va y avoir une intention qui va être aussi accentuée, entre autres chez moi, mais qu'on partagera aussi dans le cadre du groupe en France que le président a eu la délicatesse de souligner aussi tout à l'heure avec vous, Madame la rapporteure, au niveau du département de France, pour inciter ces sujets-là à ce que, au-delà du fait que les départements s'en emparent, dans le cadre des bonnes pratiques, que pouvons-nous partager pour qu'ensemble on y arrive et qu'on ait des réponses qui soient pas que coûteuses, mais qui soient optimum dans l'intérêt des enfants, de manière... mais j'ai pas forcément répondu à tout et je suis sûre que si le président accepte, j'ai mes collègues qui m'accompagnent qui pourraient vous apporter quelques éléments si le président y est favorable. Allez-y. Qui veut compléter, Madame Blin? Compléter de manière très courte pour qu'après nos collègues puissent poser des questions. Oui, je vais être très très rapide. C'est pour revenir à une des questions précédentes de Madame la rapporteure sur l'organisation des départements et au regard notamment de la composition des équipes. On a pu voir effectivement des départements, et je pense notamment à la collectivité européenne d'Alsace, qui a presque 17 000 places en accueil collectif à gérer et qui a organisé à la faveur du rapprochement entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, une équipe dédiée et qui est composée essentiellement d'éducatrices de jeunes enfants. Alors bien sûr avec des puéricultrices et le médecin, mais justement ça vient justement éclairer une autre approche qu'une approche purement sanitaire si j'ose dire, avec la possibilité justement d'aborder la question des pratiques professionnelles d'une manière peut-être un petit peu plus large. Pour répondre à une deuxième question et un exemple aussi, vous parliez tout à l'heure de comment organiser une offre globale autour du circuit de l'enfant, autour du parcours de l'enfant, avec une approche aussi protection de l'enfance. Il y a des départements, je pense par exemple à la Loire-Atlantique, qui a organisé, même au sein de son budget, un fléchage dédié notamment à l'accueil des enfants en situation de handicap, en finançant des postes des ETP d'assistantes sociales, mais aussi en organisant l'accueil d'enfants dont les parents présentent des difficultés liées à la parentalité, liées à des difficultés sociales et éducatives diverses, pour assurer justement des places réservées à l'accueil de ces enfants. On a d'autres exemples dans le cadre des questionnaires qui nous ont été remontés de cet ordre-là. Voilà. Merci mesdames. Je passe la parole à monsieur William Martinet pour le groupe de la France Insoumise. Merci Monsieur le Président. Merci mesdames de vous être rendues disponibles pour cette audition. En tant que département, à travers les PMI, vous avez la charge du contrôle de la qualité de l'accueil des jeunes enfants. Et donc, ma question portera sur ce sujet. Madame la Présidente Dabin, je vous ai entendu tout à l'heure dire qu'il ne fallait pas pointer du doigt un type de gestionnaire en particulier, qu'il soit lucratif, associatif, public, ni pointer du doigt un type de structure en particulier. Et vous avez utilisé ce mot fort qu'on entend souvent, attention à ne pas stigmatiser. Bon, vous nous dites tout ça, mais vous nous le dites au lendemain de la publication d'un rapport de l'administration, ce rapport IGAS-IGF, sur le sujet des microcrèches, qui concerne donc un type de structure particulier, avec même un type de gestionnaire particulier aussi, parce qu'on sait tous ici que 75% des microcrèches sont gérées par des gestionnaires privés lucratifs, et ce rapport IGAS-IGF est extrêmement critique à l'encontre des microcrèches. Pour que tout le monde comprenne, notamment ceux qui nous écoutent, le principe d'une microcrèche, c'est d'être dérogatoire en termes
de qualification des professionnels, d'encadrement des enfants, de personnel de direction et de ses compétences. Bref, c'est un outil de dérégulation qui a été mis en place il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Comme à chaque fois quand on met en place un outil de dérégulation, on dit que c'était pour la bonne cause. À l'époque, c'était, j'ai retrouvé les archives, pour développer les microcrèches en milieu rural. Bon, il n'y a pas eu de microcrèches en milieu rural, elles se développent en milieu urbain. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un effet d'aubaine. C'est les acteurs privés lucratifs qui ont trouvé un moyen de faire des places pour moins cher et de pouvoir maximiser leur profit. Donc, quand je vois ce bilan très sévère de l'administration, je vais même lire une phrase, parce que les choses sont quand même fortes. C'est la synthèse de ce rapport IGAS-IGF. L'IGAS et l'IGF disent « L'application simultanée des normes minimales autorisées donc dans les microcrèches ne permet pas de garantir une qualité d'accueil satisfaisante et peut être constitutive de risques. » Ça, c'est ce que nous dit l'administration. Et vous, juste avant, vous nous avez dit « Il n'y a pas de problème particulier sur tel ou tel type de structure ». Alors que je rappelle, à travers les PMI, vous êtes quand même là pour vérifier que la qualité de l'accueil soit au rendez-vous. Donc je vous avoue que, en vous entendant, j'ai une certaine inquiétude sur ce qui est fait sur le terrain et sur le fait que cette qualité de l'accueil, elle est bien garantie. Je vais donner quelques exemples. Alors moi, je veux bien si... J'ai l'impression que vous n'avez pas trop ces chiffres-là, vu vos réponses aux questions de Madame la rapporteure, mais moi, je vais quand même vous le demander, par exemple, en termes de fermeture administrative de microcrèches. Vous savez, ça, c'est la réponse ultime quand vraiment les choses vont très mal. La PMI, le président de département, peut, auprès du préfet, solliciter une fermeture administrative parce que les enfants dans cette microcrèche sont en danger. Moi, j'ai fait rapidement une recherche dans la presse locale. Je reviens quelques mois en arrière, ce qui saute aux yeux quand on cherche dans la presse. Le 3 novembre, 2 microcrèches, les Osios et les Petits Loups à Tours, fermeture administrative. Le 9 décembre, cette fois c'est à Plescope dans le Morbihan, la microcrèche Micropousse, fermeture administrative. Le 22 décembre, Little Garden à Nancy, fermeture administrative. Le 23 décembre, Youpi Ours au Mans, fermeture administrative. Le 27 décembre, Pleurpy dans le Val d'Oise, fermeture administrative. Le 19 février, la microcrèche Joli Môme, près de Reims, fermeture administrative. Il y en a plein d'autres comme ça. Donc c'est extrêmement inquiétant, je pense. Est-ce que vous avez des chiffres consolidés qui nous permettent d'identifier si, dans ces types de structures, les microcrèches, avec ce type de gestionnaires qui sont les gestionnaires privés lucratifs, il y a des risques plus importants que d'autres? L'IGAS semble le dire, ce recensement des fermetures administratives semble le dire, et pour l'instant, vous êtes la seule à nous dire non, circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème spécifique pour ce type d'établissement. J'aimerais bien que vous puissiez réagir à ça, s'il vous plaît. Madame Dabin. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai en aucun cas, il faudrait revoir l'enregistrement, prononcé le mot de « il n'y a pas de problème particulier ». Voilà. Il faudra revoir l'enregistrement, je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'il y avait des difficultés dans un certain nombre de structures. Ce n'est pas la même chose, c'est mon témoignage, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, une certitude, plus on a quelque part des établissements d'accueil de jeunes enfants qui ont une grande latitude à pouvoir accueillir des enfants, malheureusement, et ça fait écho avec ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'espère que là, ça a pu être bien entendu et bien saisi, à quel point il est important de travailler la formation. Parce que quand on laisse une grande latitude d'application et d'ouverture d'établissements en ayant à la fois une formation plus légère et que l'établissement en tant que tel permette aussi d'accueillir les enfants, malheureusement, ça peut conduire à des dérives. Ça peut conduire à des dérives. J'ai lu, comme vous, ce rapport de l'IGAS. Et c'est ce qui fait qu'on est là, les uns et les autres, ce matin, et que depuis des mois aussi, on y travaille pour faire en sorte que sur les territoires, ce soit un sujet dont tout le monde s'empare et faire en sorte qu'il n'y ait pas cette grande liberté qui soit autorisée. Mais il n'empêche que, même en mettant la plus grande vigilance côté professionnel des départements, quand on est sur un système privé, c'est une autorisation. Donc c'est là qu'il faut, et c'est l'objet, en tout cas c'est un témoignage que je vous partage ce matin, d'avoir un référentiel national pour ouvrir les établissements, pour que l'on soit plus exigeant, quoi qu'on en dise. Parce que sinon, on aura des travers et ça amènera ces fermetures administratives. Je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu. Donc ça veut dire que c'est un modèle qui questionne. Et pour autant, et je fais le lien, il y en a sûrement qui doivent faire leur travail correctement. Voilà. Mais en aucun cas, je me permets d'insister, je dis, il n'y a pas de problème particulier, circuler. Bien au contraire.
Il faut avoir une très grande vigilance à tout point de vue. Et c'est aussi la raison pour laquelle tout doit quelque part arriver de concert. Une union davantage. Quand on dit et qu'on clame que dans ce pays, le sujet de l'enfance est une priorité, oui, c'est une priorité à bien des égards, notamment celui qui nous rassemble ce matin. Mais à ce moment-là, il faut que tout le monde s'y mette. Sur le sujet de l'encadrement, sur le sujet de l'accompagnement, sur le sujet de la formation, sur le sujet de la parentalité, sur le sujet de la prévention au sens large, sur le sujet de la valorisation des métiers, sur le sujet de cette attractivité, sur le sujet de la reconnaissance, et pour faire en sorte, encore une fois, pour permettre à tout à chacun d'avoir aussi des structures qui correspondent aux souhaits des parents. Il y a des parents qui souhaitent un système tel qu'une microcrèche. Charge à l'ensemble des acteurs de leur garantir que c'est à la hauteur du professionnalisme qui doit régir dans ce type de structure, comme ailleurs d'ailleurs. Monsieur Martinet, vous voulez répondre? Oui, je rebondis sur la question de la formation. Je pense qu'il y a une chose qui doit être très claire. Les professionnels souhaitent se former. Et d'ailleurs, moi personnellement, dans tous les déplacements de terrain et les rencontres que je fais, je vois rarement de secteurs professionnels où il y a autant de demandes de la part des professionnels d'avoir du temps de dégager pour pouvoir profiter de l'évolution des connaissances scientifiques, pour pouvoir faire des échanges de pratiques, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi, et ce qui est important, c'est que c'est les pouvoirs publics depuis des années qui ont organisé la déqualification de ce métier. Si par exemple aujourd'hui un CAP petite enfance, ça fait 120 heures de formation qui peuvent se faire en ligne et qu'en même temps on peut faire des micro-crèches ou dans une micro-crèche il peut y avoir 100% de seulement CAP petite enfance, c'est les pouvoirs publics qui ont organisé ça. Et de même, Madame la Présidente, là pour le coup, j'abonde dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure quand vous parliez des temps d'échange de pratiques, mais quand est-ce qu'une professionnelle dans une crèche, elle peut faire de l'échange de pratiques? Donc je crois que vous avez évoqué cet exemple-là, donc c'est à la pause méridienne pendant que les enfants font la sieste, et en fait en permanence, il y en a un qui se réveille, il faut quitter la réunion pour aller s'en occuper, ou sinon l'autre solution, c'est le soir à la fermeture de la crèche, donc il y a les professionnels qui ont travaillé la journée qui font des heures sup, puis il y a les autres qui se connectent en visio, parce qu'elles sont chez elles, elles ne vont pas faire l'aller-retour pour 2 heures, que tout le monde ait juste conscience que c'est ça aujourd'hui les conditions de formation des professionnels de la petite enfance. Donc ça, à charge pour le coup à notre commission d'enquête dans ses recommandations, de demander à dégager du temps aux professionnels pour pouvoir se former, parce que je crois qu'il n'y a aucun autre métier qui accepterait d'avoir de telles conditions pour pouvoir faire sa formation continue. Vous voulez rebondir, Madame Dabin? Parce que je céderai la parole après à Madame Chikirou. Sur la question, parce que derrière la question, vous avez répondu, il a besoin d'un référentiel national pour être plus exigeant. Est-ce que très concrètement, vous avez le curseur très concret des exigences attendues? Allez-y, Madame Dabin. Au moment où on parle, on est justement en train d'y réveiller. Il y a un certain nombre de groupes qui sont justement sur le sujet, à la fois avec les acteurs et avec Départements de France. Donc ça fera forcément l'objet d'un travail un peu plus précis sur le sujet. Mais on me le glisse sur ma droite. Donc les missions en cours qui sont relatives au mode d'accueil du jeune enfant, donc les différentes missions qui sont confiées à l'heure actuelle, donc le financement des micro-crèches, les dispositions d'alerte, la place des parents dans les crèches et en effet le référentiel d'accueil dans les crèches. Et on voit développement de l'enfant, inclusion, l'inclusion sociale, les parents, les sujets qui sont art, culture, nature, les professionnels et démarches réflexives, la santé et l'environnement, quelques sujets parmi tant d'autres. Et si je peux me permettre justement, juste en 2 minutes, en effet, je pense que c'est extrêmement important qu'on aborde ce sujet de la formation et de dégager du temps, parce qu'au-delà de se former en continu, il est important aussi qu'elles aient du temps pour analyser leurs pratiques, au-delà de s'enrichir de ce qui peut exister à travers des instances qui existent dans notre pays. Je pense à l'ONPE pour en citer qu'un au hasard, mais pas que. Et puis aussi, des fois, le besoin de partager simplement entre collègues pour se dire voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui, qu'en penses-tu? Ou voilà ce que j'ai pu avoir le temps d'observer dans ma journée. Parce que c'est ça aussi. La formation, elle est en continu entre pairs in situ, mais aussi avec nos collègues en dehors de l'établissement d'accueil. Merci Madame Dabin. La parole est
Monsieur Martinet, c'est bon. La parole est à Sophia Chikirou pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs, dames. Madame Dabin, merci pour vos réponses qui m'inquiètent beaucoup en réalité, parce que moi, si je comprends ce que vous nous dites, et vous parlez aussi au nom de l'Association des départements de France, donc comme vice-présidente du groupe de travail chargé de la petite enfance, j'ai l'impression que les départements qui ont pour mission très claire de contrôler la politique de la petite enfance, sa mise en œuvre, les conditions d'accueil, mais pas que, qui ont pour mission de contrôler d'ailleurs aussi l'aide sociale à l'enfance, par exemple, qui est parfaitement défaillante, j'y reviendrai un peu tout à l'heure là-dessus. Vous nous dites, il y a des départements où les contrôles n'existent pas. Votre propre département, c'est un médecin pour 250 établissements. Vous nous dites, donc c'est pas fait. Les missions confiées au département ne sont pas remplies. Donc moi, je suis très inquiète de cette situation, d'autant plus que certains représentants, acteurs syndicalistes de la petite enfance disent beaucoup de départements préfèrent dépenser de l'argent dans des compétences qui ne sont pas les leurs, dans des missions qui ne relèvent pas de leurs compétences, préfèrent mettre de l'argent dans des ronds-points plutôt que de mettre de l'argent dans la petite enfance, là où il devrait être mis. Et là où, oui, il y a besoin de plus de moyens. Vous dites vous-même dans une interview à la Gazette des Communes, les moyens, ils sont là. Le problème, c'est qu'il y a trop d'enfants, il y a trop de demandes d'accueil. Mais alors, si les moyens sont là, il faut les utiliser. Ou alors, ils ne sont pas là. Et dans ce cas-là, il faut les réclamer. Vous pouvez vous retourner vers l'État, éventuellement. Mais si vous dites vous-même qu'ils sont là, la question est de savoir comment ils sont utilisés. En tout cas, sur les départements, il y a des défaillances graves. Il y a des défaillances et vous le relevez vous-même dans les contrôles. Moi, je relève d'autres défaillances qui sont inquiétantes, qui sont liées à la disparité entre les départements, d'un département à l'autre. Les situations n'ont rien à voir. On parle, par exemple, à Paris, c'est 55 places pour 100 enfants. On va dire, ouais, c'est pas mal. On a des départements où c'est 6 places, 7 places. C'est incroyable. Des disparités pareilles me font dire, moi, que la décentralisation de la politique de la petite enfance, ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On le voit sur l'aide sociale à l'enfance, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que vous êtes, vous, favorable à une recentralisation? C'est une des pistes qui est étudiée très sérieusement, je crois, par le gouvernement. C'est une des pistes que nous, en tant que députés, commissaires, enquêteurs, nous envisageons aussi. Parce que les disparités, les défaillances liées à la pratique des départements, il y a la responsabilité de l'État, évidemment, notre commission d'enquête y a beaucoup travaillé, il y a des défaillances au niveau départemental aussi, les défaillances au niveau régional, on les a entendues sur la politique de la formation professionnelle notamment, on en est parfaitement conscient. Donc là, je vous pose cette question, c'est un point de vue que je vous demande, mais c'est aussi un constat d'une certaine façon. Parce que vous nous dites arrêtez de regarder ce qui ne va pas. Mais si, en fait, si cette commission d'enquête existe, madame, c'est parce que beaucoup trop de choses ne vont pas. Sinon, on ne ferait pas une commission d'enquête sur le sujet, et on ferait autre chose. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui ne va pas. Parce que quand ce qui ne va pas mène parfois à des catastrophes, ou à des situations familiales complexes, ben, ça nous intéresse. On est là aussi pour ça. Donc ça, c'est les premières questions que je voulais vous poser. La deuxième question, ça relève en fait d'un outil d'autodiagnostic que vous connaissez certainement, c'est l'autodiagnostic de l'aide sociale à l'enfance qui a été élaboré en lien entre l'Association des départements de France et l'IGAS, donc c'est pour l'aide sociale à l'enfance. Il paraît que cet outil fonctionne plutôt correctement depuis 2012. Il permet en tout cas de bien évaluer, d'autodiagnostiquer la situation de l'ASE. Est-ce que vous êtes favorable ou est-ce que vous travaillez déjà au niveau de l'Association des départements de France, dans vos fonctions et votre groupe de travail? Est-ce que vous avez pensé à l'élaboration d'un tel outil au niveau auprès de vos adhérents? Vous représentez, je crois, 93 départements, 115 au total adhérents. Est-ce que vous évaluez cela? Moi, je suis un peu frappée, je dois vous le dire, depuis plus d'une heure que nous vous auditionnons, de l'absence de données chiffrées. Vous êtes venu à cette commission d'enquête et Madame la rapporteure vous a posé plusieurs questions pour essayer d'obtenir des données chiffrées qui nous intéressent beaucoup, de l'évaluation que vous pouvez mener. Et je suis étonnée de l'absence totale de ces données,
Alors j'espère que vous pourrez, dans une contribution écrite, nous les apporter. C'est très important pour nous d'avoir une évaluation et puis de pouvoir défendre votre point de vue, puisque vous nous dites les problèmes ne sont pas si majeurs que ça. Nous avons les moyens dans les départements de financer la petite enfance. Le problème, c'est l'arrivée massive, on va dire, enfin, importante de demandes. Donc moi, je vous interroge là-dessus. Et quand je dis ça, c'est par rapport, monsieur, je vous ai vu froncer les sourcils. C'est une lecture d'une interview de Madame Dabin dans la Gazette des Communes qui m'inspire cette remarque. Madame Dabin, vous avez la parole pour répondre à ces différentes questions. Merci, Monsieur le Président. Madame Chikirou, plusieurs choses. La première, concernant le sujet de recentralisation, décentralisation. Oui, nous savons que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup parler depuis des mois. On sait qu'un certain nombre de personnalités sont en train d'y réfléchir. Moi-même, on m'a posé en d'autres lieux la question. Fort du témoignage à la fois des partenaires locaux et de mon expérience, je suis, sans surprise par rapport à vous, opposée à la recentralisation. Pourquoi j'y suis opposée? Parce que dans la même veine des témoignages tout à l'heure, je crois beaucoup au lien direct, à l'ancrage territorial, à la parfaite connaissance du terrain et au fait que quand j'écoute, alors sauf à ce que ce soit uniquement les professionnels que je rencontre, mais ils ont tous à cœur de continuer à avoir un lien direct entre les partenaires locaux, les élus locaux et quelque part un réseau, voire des réseaux qu'ils se sont tissés pour trouver des solutions. Et ils estiment que ce lien de proximité, tout en étant au clair avec le fait, et je me permets, je n'ai pas dit non plus, arrêtez, il n'y a rien à voir, tout va bien. Non, parce que moi non plus, même si j'ai l'obligation de venir évidemment, et c'est normal, répondre à vos questions, je ne suis absolument pas dans le déni. Et je le suis d'autant moins qu'on ne trouvera jamais un moment, un témoignage où je dis que tout va bien, y compris dans mon propre département. Sinon, je me démènerais absolument pas autant et je ne mettrais pas autant de moyens, je ne questionnerais pas autant les pratiques, je ne serais pas dans une culture d'évaluation si tout allait bien. Je me démène pour faire en sorte que les parcours des enfants soient meilleurs. Pourquoi aussi je crois justement au fait qu'il faut continuer à travailler la décentralisation et je ne dis pas qu'on y réussit et qu'on excelle. Je dis qu'on fait du mieux que l'on peut avec les moyens qui sont les nôtres. J'ai 70% de mon budget qui est dédié au social. Je ne compte pas les augmentations et c'est la raison pour laquelle, je m'en excuse encore, on a dû décaler, mais je votais mon budget la semaine dernière. Il suffit de voir encore ce qu'on a fait en l'espace de 2 ans et demi. C'est important. Pourquoi? Et je ne vais pas non plus stigmatiser pourquoi c'est compliqué. Simplement qu'on a, entre guillemets, ce que certains qualifient de file active, mais en tout cas, trop d'enfants qui restent encore en protection. Il faut qu'on travaille davantage le sujet de la parentalité, parce que la plupart, quand c'est possible, ont à cœur de retrouver leurs parents. Donc ça, c'est tout un travail qui demande un temps certain par les professionnels. Lorsqu'on veut recruter une dizaine de professionnels dans le domaine de la petite enfance, ça a pris du temps, parce que mine de rien aussi, à force d'en parler, des fois pas toujours positivement, c'est compliqué de susciter l'envie de s'y impliquer. Par rapport à ces sujets-là, l'ASEF fait du mieux qu'elle peut, c'est qu'elle a une marge de manœuvre, mais pour ce faire aussi, il faut qu'elle arrête d'être chargée de compétences, et vous l'avez dit vous-même, de compétences qui ne sont pas celles des départements. Si on avait une plus grande latitude justement d'action et financière, on ne serait pas amené tout le temps à compenser. Sauf que c'est nous qui sommes appelés le vendredi à 17h pour trouver une place pour les enfants. C'est nous qui, au dernier moment, devons toujours trouver des solutions. C'est nous, parce qu'il y a suffisamment de sujets qui dysfonctionnent, sommes amenés justement à trouver cette notion d'équilibre. Alors, je ne nie pas, mais j'aime bien aussi qu'on parle positivement du sujet de l'enfance pour faire en sorte d'avoir au moins un soupçon d'équilibre. En tout cas, nous, on en a l'ambition. Vous parlez d'un autodiagnostic et outil. Oui, vous pouvez regretter ce matin que je n'arrive pas avec des données chiffrées. Et malheureusement, là, pour le coup, je suis peut-être en retard sur certains sujets, mais je suis peut-être en avance sur d'autres. Ça fait quelque temps que nous avons, dans le cadre du groupe Enfance et à travers différentes commissions à département de France, sollicité auprès des 103 départements de France, justement, une base de données pour faire en sorte qu'ils nous partagent leur réalité du quotidien, de manière à ce que l'on puisse porter à la connaissance, justement, d'un certain nombre de personnalités, justement, nos réalités, de manière à ce qu'on ne soit pas sur une opposition syntaxique
ou idéologique ou politique, que sais-je le qualificatif, entre recentralisation, décentralisation, mais qu'on soit factuel et que ça s'appuie sur cette base de données chiffrées. Et je suis au regret de vous dire qu'en ce 26 mars, pour le moment, je n'ai pas tout le recueil. Mais à n'en pas douter, je suis convaincue que ça vous intéressera. Et après, chacun fera ses choix et assumera les conséquences. Mais l'idée, c'est justement, en effet, qu'on soit sur de la data pour faire en sorte de savoir où est-ce qu'il faut justement peut-être reventiler et re-questionner. Il y a eu une réunion dans le cadre des assises des départements de France à Strasbourg l'année dernière. La première ministre, Elisabeth Borne, avait demandé à ce qu'avant la fin d'année civile, il y ait une réunion avec un certain nombre de ministres secrétaires d'État et des présidents de départements de France pour justement évoquer les sujets de l'enfance qui lient l'État et qui lient les départements. Nous avons, à l'issue de cette réunion, défini un certain nombre d'objectifs et de commissions sur lesquels la grande majeure partie des départements, des techniciens, font en sorte justement de nourrir cette matière et d'arriver à des objectifs et une déclinaison opérationnelle factuelle. Pas un énième catalogue, pas un énième rapport, c'est pas le sujet. Comment on peut, de manière concrète, apporter des solutions? Voilà ce que je pouvais, de manière synthétique, apporter comme réponse à Madame Chikero. Merci Madame. Madame Chikero souhaite rebondir. Je ne sais pas comment rebondir sur cette réponse. Je suis désolée, Je mais vous donne la parole. elle est pas... Exprimez-vous. Elle est. Moi, je vois que vous défendez votre travail, c'est tout à fait normal, et je ne doute pas un seul instant de tous les efforts des équipes, du travail qui est mis là-dedans. Mais quand vous nous dites, je travaille avec les professionnels, nous on auditionne actuellement depuis plusieurs semaines les professionnels, on va auditionner ceux qui représentent les travailleurs de tout ça. On a remarqué avec mon collègue Martinet que souvent les patrons de crèche ou les dirigeants comme vous, président de conseil départemental, mais d'autres, parlent au nom des professionnels, des travailleurs. Nous, on va les auditionner et on travaille depuis des années avec les syndicats représentés des travailleurs qui ont été des lanceurs d'alerte dans cette situation et dans ce qu'on vit dans la situation de la petite enfance en France. Ce sont les travailleurs, les salariés qui, les premiers, ont lancé l'alerte. Et ils ne tiennent pas ce discours-là. Ils ne tiennent pas le discours de la satisfaction de la situation. Moi, tout à l'heure, je vous citais notamment un représentant syndical CGT qui, au contraire, dit si on continue avec la décentralisation, on n'y arrivera pas. Il dit c'est le premier point à remettre en question. Donc on leur demandera leur avis, vous donnez le vôtre. En tout cas, il est très clairement entendu, il peut s'entendre. Moi, j'ai du mal souvent avec l'idée que l'État est forcément incapable de faire de la proximité. C'est pas vrai. L'État sait faire aussi de la proximité. Et pourtant, en effet, c'est aux départements et aux communes de mettre en œuvre cette politique-là. Bon, c'est un désaccord politique. Et quand je vous demande des données, vous me dites, bon, pour le moment, vous ne les avez pas. Je ne sais pas ce que vous avez comme données, par exemple, sur les médecins PMI et sur les contrôles, peut-être. Bon, on auditionnera aussi, mais Madame la rapporteure vous a posé la question. Peut-être de nous préciser ça. En tout cas, à vous écouter, on prend l'ampleur de la situation à votre niveau aussi. On l'a fait au niveau régional. Et on va continuer nos travaux. Je vous remercie pour vos interventions et merci, Monsieur le Président, de m'avoir redonné la parole. Pas de souci. Moi, j'ai une question, Madame Dabin. Madame la rapporteure m'a demandé la parole, mais vous avez beaucoup parlé durant cette audition du partage d'informations, d'échanges. Les départements sont en première ligne, vos équipes PMI, en lien avec les préfectures, parfois doivent prendre des décisions, identifient des abus, des dérives. Parfois, on a peut-être des gestionnaires qui sont défaillants, des professionnels qui peuvent être défaillants, même si certains font bien leur travail. Est-ce qu'il y a un partage d'informations et une alerte du réseau des conseils départementaux de France où, de manière systématique, quand un des départements identifie un gestionnaire défaillant, un professionnel qui cherche à travailler dans un secteur, mais on a eu un certain nombre de manquements, et voire plus, est-ce qu'il y a une alerte systématique de l'ensemble des PMI de France pour que, à toute demande d'agrément, d'autorisation, est-ce que c'est systématisé? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez... est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un blocage législatif qui vous dit on ne peut pas le faire et comment ça a été expertisé? Et s'il n'y a pas de blocage législatif, qu'est-ce qui manque pour se saisir
de cet échange d'informations, parce que dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément celui de la petite enfance, on a bien vu qu'il y a eu des dérives dans d'autres domaines. Je pense par exemple les néo-centres de santé. Et il a fallu à un moment qu'il y ait cet échange d'informations pour que celui qui dysfonctionne, quand à un moment il est pris par la patrouille, ne puisse pas faire la même chose dans le département voisin ou un peu plus loin. Donc c'est une question que je vous pose. Après, j'ai bien conscience, vous êtes sous le feu des différentes questions. Nous, on a besoin d'éléments qualitatifs et quantitatifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on questionne l'ensemble des départements. Vous nous avez dit que vous avez encouragé chacun des départements. Voilà. Ce qu'on a pressenti aussi avec la rapporteure dans un certain nombre de visites de terrain, c'est que c'était un peu à géométrie variable. Et que finalement, en fonction des moyens, en fonction, voilà, il y avait, et j'en reviens à ma première question, quelles sont les priorités et les arbitrages qui sont faits en fonction de moyens limités, y compris sur les politiques de contrôle. C'est quand même une question fondamentale, parce que c'est quand même vous qui avez la responsabilité, et donc quels sont les choix avec ces moyens limités. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais si vous pouviez répondre à ces deux questions, et je recéderai la parole à Madame la rapporteure qui veut rebondir sur nos différents échanges. Madame Damin. Merci, Monsieur le Président. Concernant la systémisation du partage de connaissances, que ce soit une structure qui serait défaillante, un professionnel qui serait défaillant, il n'y a pas à l'heure actuelle, à ma connaissance, quelque part, un process direct qui permet de le partager. Donc malheureusement, cette information, on va la partager qu'à un réseau qui va être quelque part clairement informel. Mais en tout cas, c'est malheureusement ce que je peux constater. Non, mais sauf à ce qu'on me dise il faut le dire la contraire. vérité. Non, non, mais je pourrais, c'est pas ne pas dire la vérité, je vous dis la vérité, mais je pourrais ne pas être au courant de tout. C'est pas la même chose. Donc du coup, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un partage d'informations parce qu'il va de soi, de la même manière sur d'autres sujets qui seraient peut-être moins sensibles, on va se donner l'information. Donc là, il va de soi qu'un professionnel qui a été défaillant doit être porté à la connaissance de tous. Mais en tout cas, il n'y a pas de process. Et je trouverais ça extrêmement positif que ce soit quelque part clairement identifié dans une base de données nationale pour qu'on soit au clair avec le sujet. En tout cas, c'est un point de vue. Vous avez raison de dire que par rapport à vos auditions, vos visites terrain, c'est à géométrie variable. Oui, en effet, c'est à géométrie variable tout le sujet qui est lié pour autant à une compétence obligatoire, parce que même si c'est une compétence obligatoire, en fonction quelque part d'une envie, encore une fois, d'une réalité de territoire, d'une prise de conscience humaine, elle n'est pas politique, elle est humaine, ça en fait un arbitrage politique plus ou moins important. Il y en a aussi qui sont très en avance par rapport à d'autres. Certains vont, fort de témoignages ou d'appétence personnelle, se dire j'en fais quelque part presque un enjeu politique, une ambition commune, et c'est ce qui fait que vous découvrez une géométrie variable, si je reprends vos propos, c'est en effet la réalité. J'y souscris. Madame la rapporteure. Madame Dabin, j'imagine que vous comprenez que le mécanisme, enfin l'architecture actuelle, et que par ailleurs les réponses que vous nous apportez qui correspondent tout à fait à la réalité de terrain que nous avons pu constater, puissent interroger les parlementaires que nous sommes. Pour deux raisons. D'abord parce que je pense que si nous sommes membres de cette commission d'enquête, c'est que nous avons tous compris à quel point cette période dans la construction des futurs adultes qui sont concernés est cruciale et stratégique. C'est un enjeu central qui, finalement, à mon sens, n'est pas que social, qui va bien au-delà de ça. Et donc, c'est déjà une première raison pour s'interroger. La seconde raison pour laquelle on peut aussi s'interroger, c'est qu'en règle générale, quand on décentralise une compétence, c'est parce qu'on considère qu'elle a vocation à faire l'objet non pas seulement d'une mise en œuvre sur le terrain, effectivement, je crois que l'État est capable de le faire, mais surtout une déclinaison propre sur chaque département et sur chaque territoire. Et c'est vrai que là, vous comprenez qu'on peut s'interroger sur l'opportunité d'avoir des politiques qui se déclinent différemment sur les territoires. En réalité,
je crois que dans l'état actuel des auditions et des travaux qui sont menés, on peut tous convenir du fait qu'on a au contraire besoin de standardiser un certain nombre de contrôles, parce qu'il semblerait quand même qu'il y a un certain nombre d'établissements qui ne soient pas suffisamment contrôlés et selon des modes de contrôle qui ne sont pas opérants. Et que donc, aujourd'hui, si vous voulez, la question vraiment de la décentralisation, elle se pose vraiment au regard de ces deux objectifs. Et je ne crois pas que, autant il me semble que vous avez pu apporter une réponse sur la question de l'aide sociale à l'enfance, sur la question particulière du contrôle des crèches, moi j'avoue que je n'ai pas retenu beaucoup d'éléments. Et pour conclure, je voulais simplement apporter un élément d'information aux parlementaires présents concernant les données qu'on souhaite obtenir des départements. Vous l'avez compris, on a fait partir un questionnaire à l'attention de l'intégralité des départements, dans lequel, bien évidemment, on pose des questions chiffrées, et en particulier sur les moyens budgétaires et les moyens humains qui sont affectés par chaque département au contrôle des établissements d'accueil de jeunes enfants. Donc, si vous n'avez pas la donnée, et dans la mesure où je ne doute pas que tous les départements répondront favorablement à notre questionnaire dans la mesure où c'est une obligation légale de le faire. Je pense qu'à ce moment-là, on aura les données et qu'on sera donc en capacité d'avoir une vision non seulement moyenne, mais également maxi-mini, parce que je pense que c'est aussi très important de prendre toute la mesure de la disparité qu'il peut y avoir. En guise de conclusion, Madame Dabin, comme vous êtes vice-présidente de l'ADF, comme il y a très peu de départements qui ont encore transmis leurs réponses, si vous pouviez, au sein de votre réseau, faire en sorte que ces réponses puissent arriver très rapidement pour nous, parce qu'on a un temps limité pour la commission d'enquête, et les commissions d'enquête sont créées pour 6 mois, et donc il nous faudrait ces éléments pour la rapporteure dans les meilleurs délais, et si vous pouviez avoir un message par rapport à l'ensemble des départements de France, aux personnes compétentes, aux vice-présidents notamment qui ont en charge ces questions-là, de pouvoir apporter, on vous en remercie. Si des éléments vous apparaissaient à la suite de cette audition sur les différentes questions de nos collègues ou de la rapporteure, n'hésitez pas aussi à nous les transmettre. Parce que c'est un peu le jeu des auditions, mais on a vraiment besoin aujourd'hui de mieux comprendre ce qui est fait, les process, et de manière à pouvoir appréhender aussi les recommandations qu'on fera à l'issue de la commission d'enquête et que la rapporteure portera. Merci à vous, je lève la séance et je donne rendez-vous à nos collègues pour la prochaine audition cet après-midi à 17h avec l'audition du syndicat national des médecins de PMI. Bon appétit.